Vous avez jusqu'au 15 octobre pour vous porter candidat. Si vous souhaitez proposer vos idées et mettre en place des projets, n'hésitez plus et rejoignez les conseils des quartiers de la ville de Nouméa. Alors, partons ? Plus d'infos au 27 07 02 ou sur nouméa.nc. Il est 12h07, c'est l'heure de Transparence. On retrouve Elisabeth Noir et son invité. Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le maire de Païta, Willy Gattuo. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, c'est l'actualité du jour, c'est un événement planétaire. Comment est-ce que vous avez réagi au décès de la reine Elisabeth ? Alors, merci de cette question, parce que avant nos échanges, je voulais exprimer mes pensées pour le peuple britannique, et en particulier pour les ressortissants britanniques vivant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sans oublier nos amis australiens et néo-zélandais. Ce que je retiendrai de cette grande dame, c'est sa constance. Elle n'a jamais dévié d'un iota de la ligne qui était la sienne. Peut-être là une leçon pour certains d'entre nous. Voilà pour ce message d'entrée. On vous a invité pour parler évidemment d'abord de Païta. Avec une actualité, récemment, la Chambre territoriale des comptes a publié son rapport d'observation définitive sur la gestion financière de la commune. Alors, c'est les exercices entre 2015 et 2020. Oui. Vous êtes maire depuis 2019. Mais globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rapport Alors, j'ai envie de rappeler que malgré tout, je suis dans les murs de cette mairie, de cette municipalité depuis 1995, avec des responsabilités de directeur de cabinet à partir de 2005. Donc, l'intérêt de ce rapport, qui fait suite effectivement à un contrôle, donner quelques chiffres, c'est 2500 documents qui ont été transmis à la Chambre territoriale des comptes, et puis des échanges fructueux. Donc, il vient confirmer, et c'est écrit dans le rapport, qu'elle pointe du doigt la situation financière de la commune, dégradée. Elle s'est dégradée depuis 2015. Voilà. Sans dépasser les seuils d'alerte. Sans dépasser le seuil d'alerte. Mais j'entends d'ores et déjà beaucoup s'exprimer sur le sujet, confondant effectivement la situation dégradée financière de la commune de Païta, comme toutes les collectivités en Nouvelle-Calédonie, et la gestion. Je rappelle que la commune de Païta a été notée 18,6 sur 20 sur la tenue de ses comptes. Par qui ? Qu'est-ce qui fait ce Par le placement ? trésorier payeur. Voilà. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre la bonne gestion de la commune et la situation qui s'impose à tous, malheureusement, et que l'on subit tous. Alors, parmi les observations, les reproches peut-être, c'est certains avantages en nature, comme l'attribution de logements, de véhicules de fonction. Voilà, c'est quoi ? C'est une facilité pour gérer Non, effectivement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Sur ces dispositifs-là, la Chambre territoriale nous invite à renforcer l'encadrement de ces dispositifs, notamment les véhicules de fonction au cadre. Donc ils sont 6, secrétaires généraux, les directeurs de cabinet et adjoints, le directeur de service technique. Ensuite, pour être transparent, dans le cadre de leur mission, un certain nombre d'élus sont sollicités 3 week-ends sur 4. Et je rappelle ici que quand on est élu, en tout cas à Païta, on l'est H24, 25 heures sur 24. Et donc, il est récurrent que les élus, moi le premier, on soit sollicités à n'importe quelle heure, à pas d'heure. Donc, pour certains élus qui sont fortement sollicités au travers de leur mission, j'avais décidé de leur mettre à disposition un véhicule de service que j'avais autorisé à être remisé à domicile. D'où effectivement la qualification de véhicule de fonction. Alors, pour l'instant, c'est comme ça, mais on a cessé tout de suite dès que cette recommandation a été portée à ma connaissance. Sur ce dispositif-là, c'est arrêt total, donc effectivement. Mais je souhaiterais quand même expliquer que depuis 2 ans, je m'attelle à un changement de logiciel. Et pour changer ce logiciel, il fallait que je dote la commune des outils pour ce faire. Donc la création d'un pôle logistique, dont la mission, effectivement, c'est d'organiser ces choses-là, notamment la gestion des véhicules, le parc des véhicules de service, mais faut-il avoir les infrastructures ? Voilà.
Et par les temps qui courent, en termes d'investissement, c'est compliqué, budgétairement parlant, comme en termes de fonctionnement. Donc vous demandez un petit délai pour vous permettre de Non, vous organiser j'ai ou- pas demandé. Vous savez, moi, Elisabeth, je ne discute pas les recommandations de la Chambre territoriale des comptes, à tel point qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à 50%. Parce que c'est 16 recommandations qu'il faut retenir. 50% de ces recommandations ont été mises en œuvre. Or, la preuve que, effectivement, durant 2 ans, j'avais déjà engagé ce que j'appelle le changement de logiciel. Aujourd'hui, on est à 50% de ces recommandations mises en œuvre, 80% en janvier et à 100% dans le premier semestre de l'année prochaine. Alors la Chambre note aussi, enfin relève forcément le fort développement démographique de la commune. Le recensement de 2019 avait relevé une augmentation de 19,1% de la population entre 2014 et 2019. C'est énorme, effectivement. Ça continue, cette progression? Païta reste une commune attractive? Nous attendons, elle reste attractive, mais nous attendons le prochain recensement. Il me semble que c'est 2024, prochain recensement. Alors, je voulais dire sur le sujet que je ne suis pas dans une compétition à la croissance démographique. Parce que plus d'administrés, plus de problèmes. Et dans le même temps, nous avons les recettes qui baissent de manière drastique. Et pour illustrer ce dernier propos, on a enregistré une perte sur les recettes en fonctionnement de 340 millions entre 2020 et 2021. Donc c'est très conséquent. Alors c'est compliqué. Païta n'est pas la seule dans ce cas-là. Évidemment, toutes les collectivités, vous le savez, les communes, contrairement aux communes de métropole, les communes calédoniennes n'ont pas de fiscalité propre. Donc elle est quasiment dépendante et principalement des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes partisan de la création de recettes communales, des taxes communales, par exemple, pour Non, permettre pas forcément. Faut-il encore que nous, les maires, au-delà de tout clivage, soyons capables d'en faire un sujet. Il faut qu'on en discute. La solution, c'est pas forcément de la fiscalité propre aux communes. Alors même que le dispositif qui est effectivement le Fonds intercommunal de péréquation, pour moi, il mérite d'être renforcé. Comme vous le savez, les dotations fiscales pour une commune sont calculées en fonction d'un certain nombre de critères. Les 3 principaux critères, c'est la démographie, la population scolaire et les kilomètres de route municipale. Ces 3 critères concernant Païta, ils ont explosé. Et en face, on n'a pas les recettes. Et ils ne sont pas pris en compte actuellement dans la péréquation. Ils ne sont pas pris en compte du tout. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans une situation où les administrés attendent de moi que je fasse mieux chaque jour, d'année en année, avec moins et de moins en moins. Donc la situation est alarmante. Parce que comment est-ce qu'on fait face à une augmentation de la population comme celle-là? Vous dites c'est pas une course, mais les gens arrivent, il faut quoi? Construire des logements, construire des écoles. Et Ouais. vous arrivez Alors, quand même à bien sûr. loger tout le monde et à faire Voilà, face à tout ça? pour faire concret, lorsqu'il nous est soumis un projet d'aménagement, un projet de lotissement, immédiatement je me projette. Qu'est-ce que ça traduit en termes d'école, en termes de place, en termes de capacité dans nos écoles? On vient de livrer une école à 870 millions sur un budget en investissement qui est de 1,5 milliard annuel. Donc évidemment, c'est une façon pour moi de vous dire que je ne suis pas pressé lorsqu'il s'agit de donner un avis favorable à ce type de projet. Voilà. Alors vous avez lancé une méthode de gouvernance qui sont les réunions de proximité dans les différents quartiers de la commune. Alors, vous avez fait ça ces dernières semaines, hein? Oui, c'est la 3e édition, parce que pour les 2 premières, elles se sont tenues en 2017 et 2018. Après, nous avons eu la crise Covid, ce que vous savez. Donc j'ai jugé vraiment plus qu'urgent de tenir ces réunions de proximité. Vous savez, moi je fais face à la grogne, déjà ressentie depuis quelques mois. Donc, et c'est important, ces réunions de proximité, c'est la boussole pour ce qui me concerne. Ça me permet d'orienter au plus juste l'action municipale.
surtout quand on est dans un contexte budgétaire de crise, contexte budgétaire contraignant. Donc il s'agit ni plus ni moins, il s'agissait au travers de ces réunions de proximité, pour moi, de veiller à ce que le moindre franc dépensé le soit utilement. Et alors, vos administrés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Est-ce qu'ils sont conscients de la situation budgétaire contrainte de la commune ou est-ce qu'eux, ils ont surtout besoin d'avoir des équipements, d'avoir des réponses à leurs problèmes? Conscient, j'espère, mais en tous les cas, ils ont des questions, des préoccupations qu'ils m'exposent. Il faut que j'y réponde. En tous les cas, toutes les réunions, 15, durant un mois, je les ai rencontrées. Au total, 600 personnes ont participé, 600 administrés ont participé à ces réunions-là. Donc, il a fallu faire preuve de pédagogie, expliquer ce qui est factuel, la réalité budgétaire de la commune, mais en même temps, ils attendent des réponses. Donc, vous savez, Elisabeth, ils connaissent la recette à Païta. Moi, quand il faut leur dire non, je leur dis non, mais j'explique surtout pourquoi c'est non. C'est quoi les problèmes essentiels en dehors de ces problèmes financiers Alors, vous ne savez pas comment les résoudre pour l'instant. Il y a des problèmes financiers, mais il n'y a pas de réponse particulière. Il y a des solutions, mais elles ne seront que partielles. Voilà, donc ça veut dire que ça passe par de la programmation budgétaire d'une année à l'autre. Donc après, bien évidemment que je ne me contente pas des recettes déjà connues et les recettes sûres, notamment le contrat d'agglomération, les recettes fiscales que je venais d'expliquer. Il s'agit aussi d'aller frapper aux portes, évidemment. Nous avons des dossiers sur les bras, donc on défend. Alors, je prends l'exemple de ce qui touche la commune de Païta comme ailleurs, c'est la dégradation des routes, du réseau routier. C'est compliqué lorsque l'on sait, je parle pour ceux qui font le travail correctement, c'est 20 millions de kilomètres. Voilà, donc effectivement, j'ai eu cette chance de bénéficier, nous avons eu cette chance de bénéficier d'un soutien de la province récemment, au travers d'une convention de financement, une subvention, pour être plus précis, de 300 millions sur 3 ans. Donc ce qui a permis effectivement la commune, sur le peu de fonds propres dont elle disposait, de s'occuper du reste. Voilà. Et je reste sur les routes. Donc, et qu'est-ce qui ressort dans les préoccupations prioritaires des administrés au terme de ces réunions de proximité? Ce qui ressort, c'est la question toujours et encore de la délinquance. L'insécurité reste un vrai problème. L'insécurité à reste un vrai problème, malgré tout ce qui est fait. Je vois bien, mais peut-être que cela mériterait, à un moment ou à un autre, au-delà des conseils locaux de sécurité communaux, au-delà du CPPD, le dispositif provincial, qu'on imagine effectivement une table ronde vraiment sur cette question-là, parce que la réponse à ce phénomène-là ne peut être que collective. Elle ne peut être que collective. Mais on a l'habitude de dire que c'est une compétence de l'État, l'ordre public, la lutte contre l'insécurité. Est-ce qu'avec l'État, vous arrivez à obtenir des moyens supplémentaires? Oui, c'est pour ça que je n'incrimine personne, je n'aime surtout pas l'État, puisque Dieu merci l'État, parce que l'État, c'est quand même 1/5 du budget communal, qui est à 5 milliards aujourd'hui. Et puis l'État, c'est au travers du contrat d'agglomération, c'est près de 500 millions pour la prévention. Mais comme j'ai pour habitude de dire, la prévention n'a d'efficacité que s'il y a de la répression. Voilà. On parle d'une minorité agissante. Donc il faut trouver la meilleure formule, la meilleure sanction possible. Donc voilà, je le sais que la difficulté aussi de la justice, et je salue le procureur de la République, c'est aussi tenir compte de la situation qui est de notre prison. Quand on sait qu'il y a plus de 500 aujourd'hui prisonniers pour une capacité qui est à 400, c'est compliqué. Je le dis sous contrôle de l'État et de la justice, mais ce que je sais, c'est que toute peine d'incarcération égale à 2 ans ou inférieure à 2 ans donne lieu à des aménagements de peine. Tout dépend du délit, bien sûr. Mais bon, voilà, il y a toutes ces difficultés-là qu'il faut qu'on mette autour de la table. Cette question-là, ça ne peut pas être que l'affaire du haut-commissaire ou du procureur de la République, ou du maire, ou du président de la province sud, et ainsi de suite.
Donc voilà, moi c'est... On a vu la mise en place là, récemment à Nouméa, et le dispositif existe déjà au Mont d'Or, d'un conseil des familles pour apprendre aux familles à mieux gérer leur jeunesse délinquante. C'est quelque chose que vous pourriez étendre à Païta? Ça peut vous intéresser Oui, comme vous savez, dispositif Elisabeth, si j'ai été écrivain et non pas élu, je vous dirais qu'avant d'écrire un livre, il faut déjà en connaître la fin. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête le saupoudrage, le coup par coup. Il faut qu'on écrive toute l'histoire qui va lier notre politique de prévention et une politique, alors je vais dire, répressive, la sanction. Je le redis, s'il n'y a pas de sanction, il n'y aura pas de politique préventive efficace. Donc voilà, conseil des familles, oui, il faut déjà commencer par aller au contact de nos populations, par exemple au travers des réunions de proximité. Voilà. Après, le maire, il est responsable dans sa commune, il est responsable de tous les maux de la société. Mais le maire ne sera jamais à la place des parents. quelle est l'ambiance aujourd'hui entre les maires de l'agglomération? On sait Elle est que très vous avez bonne. l'habitude de travailler ça ensemble. On ne Avec peut la pas être so- d'accord sur tout, mais Ouais. là, on est rattrapé par notre sens des responsabilités. Et je parle là de l'intercommunalité. C'est une des solutions, effectivement, notamment dans la situation budgétaire et financière qui sont les nôtres. L'intercommunalité est une réponse à cette situation. Donc la responsabilité, je pense, l'emportera toujours. Et au sein de l'Association française des maires, on sait qu'il y avait eu quelques petites tensions, notamment au moment de la réélection de la présidence. En l'occurrence, c'est Sonia Lagarde qui a remplacé Georges Naturel. Oui, mais dès lors c'est- qu'on est d'accord sur la ligne que doit prendre, effectivement, défendre cette association, après, j'ai envie de dire que c'est dans l'ordre des choses. Rien ne doit être figé, parce que ce qui n'est pas en mouvement se meurt, hein. Donc voilà. J'ai pas j'ai pas plus de commentaires à faire sur le sujet. Pour ce qui me concerne, si je dois en dire plus, c'est que moi, je souhaite que les choses avancent et que les choses bougent. Voilà. Je serai jamais de ceux qui continueront à se taper la tête contre le mur. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc il faut revoir le mode de fonctionnement. Tout simplement, c'est ce que j'ai à dire, et c'est pas ça qui va créer de la distance entre d'autres maires et moi. Non, il faut se dire les choses. Mais vous les dites, et les relations sont bonnes. Et les relations sont très bonnes. Alors, est-ce que les maires doivent être associés aux discussions sur l'avenir institutionnel? Ça revient régulièrement, on dit il faut qu'ils soient autour de la table. Ils vont l'être, ils vont pas l'être. Alors- Et qui va décider? Il y a 33 communes et 33 maires. Alors, rapporté au camp qui est le mien et que je représente aujourd'hui, c'est celui des loyalistes. Voilà, il y a une majorité de Avec, maires Il indépendantistes. y a une majorité de maires indépendantistes, mais effectivement, l'idéal, c'est à l'échelle des 33 communes. Mais vous savez bien qu'on n'en est pas là encore. Pour preuve, il y a 2 associations. Alors, pour ce qui concerne l'AFM, Association française des maires, la première question, c'est quand on se met autour de la table, nous, les maires de l'AFM, déjà. Et de quoi on parle? Parce qu'il ne suffit pas, effectivement, de déplorer le fait que les communes et les maires seraient les oubliés des accords. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ça? Quel projet? Qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce que ceux qui vont nous représenter le moment venu vont porter au nom des maires? Et puis, ce n'est pas les maires qui comptent. Vous savez, je reviens toujours aux réunions de proximité. C'est nos administrés. Parce que les citoyens calédoniens, ils vivent d'abord dans les communes. Voilà. Et puis, permettez-moi de rajouter un petit rappel, c'est que la collectivité communale est la collectivité la plus ancienne. Je ne parle pas de l'État. La plus ancienne en Nouvelle-Calédonie. Vos administrés, justement, dans les réunions de proximité, ils vous parlent d'avenir institutionnel? Ils vous font part de leurs inquiétudes ou de leurs questions ou de leurs souhaits? Au travers de leurs questions, s'agissant de leurs préoccupations du quotidien, c'est ce que l'on entend. Voilà. C'est ce qu'ils entendent aussi lorsque j'explique la situation de leur commune financière. Au-delà de cette formule que j'avais pour habitude de leur donner, qui était de dire que s'ils m'ont confié la commune, c'est aussi pour que je la gère en bon père de famille, donc que je ne dépenserai pas 200 francs s'il n'y a que 100 francs en caisse. Donc voilà. Et ma volonté, elle se limite à ça. Concernant justement ces discussions sur l'avenir, on a une espèce de période d'immobilisme là pour l'instant. Selon vous, on va réussir à relancer le dialogue politique? Et comment faudrait C'est faire? ce qu'on croyait impossible en 88,
comme en 98. Et on l'a fait. J'en suis persuadé, je suis très optimiste. Nous n'avons pas le choix. Nous devons collectivement, je dis bien collectivement, donner des perspectives et un avenir à l'ensemble des Calédoniens, au-delà de tous les clivages. Donc ça, c'est une responsabilité. Et je pense que le moment viendra, et effectivement, il est malgré tout urgent que les conditions soient réunies. C'est peut-être la raison de la venue du ministre des Outre-mer. Il faut créer les conditions à ce que les uns et les autres se retrouvent autour de la table et qu'on discute. Vous avez suivi, bien sûr, la réélection de Rocco Mittan à la présidence du Congrès. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet accord de stabilité qui a permis sa réélection, signé entre les groupes indépendantistes et l'éveil océanien? Sur le sujet, la première chose que je voudrais dire, Elisabeth, c'est que ce que je note, c'est que les indépendantistes ont accepté dans ces discussions avec l'éveil océanien, le FLNKS, les indépendantistes ont accepté ce qui était inacceptable pour nous. Voilà. Bon, le résultat, c'est qu'ils se sont assurés une majorité qui a permis l'élection de Ouamitan. Je parle au passé, puisqu'on sait depuis 24 heures maintenant les derniers rebondissements de cette saga. Et permettez-moi un commentaire, c'est quel triste spectacle que l'on offre aux Calédoniens. Et je le dis d'autant plus, et je fais le lien avec les réunions de proximité, quand j'ai, dans mes échanges avec les administrés de la commune de Païta, à aucun moment, ils s'inquiétaient de savoir s'ils devaient manger du chocolat ou pas. Ils me parlent des caniveaux, ils me parlent des routes, mais c'est la vraie vie, c'est ça la proximité. Donc, je le dis maintenant, mais je ne vois pas comment on pourrait repenser et imaginer l'avenir sans tenir compte des préoccupations de nos administrés, de nos concitoyens. Et à ce titre, vous êtes l'un de ceux qui regrettaient qu'il y ait moins de maires aujourd'hui représentés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je suis très nostalgique d'une certaine époque. Nous sommes, vous et moi, nous avons suffisamment d'expérience, j'allais dire, ma chère Elisabeth, pour nous souvenir de cette époque où, dans l'hémicycle du Congrès, les maires étaient nombreux. Et je me souviens que les décisions de cette époque-là étaient beaucoup moins déconnectées, beaucoup moins éloignées de la réalité des Calédoniens. Alors, je voudrais revenir simplement sur l'épisode du Congrès et de cet accord, voilà, qui est devenu un désaccord. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être là la définition d'un accord à l'océanienne, la première chose que je veux dire. Mais ce que je voudrais ajouter comme commentaire, c'est que, ou plutôt, j'invite effectivement vos auditeurs et l'ensemble des Calédoniens à surtout pas faire d'amalgame entre l'éveil océanien et la communauté wallisienne et futunienne. Vous savez, à aucun moment, j'ai eu la faiblesse de penser que j'étais le maire de la communauté wallisienne et futunienne. Et pourtant, je peux vous dire que je suis fier de mes origines. Donc, ne commettons pas cette erreur de faire cet amalgame. Il appartient aux 6 000 électeurs qui ont porté leur suffrage en 2019 en faveur de l'éveil océanien de réagir, de vérifier si le mandat qu'ils ont confié à l'éveil océanien, si les décisions récentes ou les choix qui ont été faits par l'éveil océanien sont bien conformes avec le mandat qui leur a été confié. Et ça, c'est une question qu'il faut poser aux 6 000 électeurs de l'éveil océanien. Donc, et puis chacun est responsable de ses choix. En tout cas, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai qu'une ligne depuis que j'ai 17 ans et j'en changerai pas. Vous disiez, cet accord, les indépendantistes ont accepté l'inacceptable. Qu'est-ce qui vous semble inacceptable dans cet accord qui a été signé? Même si, encore une fois, il est fragilisé. C'est quand même, quand je parle d'un triste spectacle, c'est que, effectivement, les explications que j'ai entendues ces dernières heures, des uns et des autres, notamment sur les raisons de ce désaccord. De quoi on nous parle? Effectivement, de ce qui en a résulté de ce premier accord, c'est-à-dire le maintien pour l'éveil océanien de la présidence de la commission permanente et les moyens avec, les nombres de collaborateurs. Donc, est-ce là la réponse qu'attendent les Calédoniens? Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Au même moment, les maires sont condamnés, je dis bien sont condamnés, la peau sur les os, à faire mieux qu'avant, avec beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire répondre aux préoccupations, aux réalités qui sont ceux des Calédoniens. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire sur le sujet. Mais bon. Alors cet accord prévoit aussi que l'évêque ossanien soit l'interlocuteur essentiel dans les relations du Congrès avec la communauté wallisienne et futunienne. Ça vous choque, ça? Est-ce que c'est normal qu'un parti politique soit comme ça l'interlocuteur d'une communauté? Je le redis, plus de 90% des Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne sont pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Voilà. Comme vous le savez, la communauté représente 35 000. Pèse 35 000 en Nouvelle-Calédonie. Mais je le redis, ce n'est pas le mandat, me semble-t-il, qui a été confié à l'évêque océanien, à M. Toukoumouli. Personne n'est propriétaire de ces voies. Personne. Voilà. Donc, je le redis, moi-même, je n'ai jamais prétendu être la voix d'une communauté ou d'une autre. À Païta, en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe, je suis le maire de tous. Alors vous êtes par ailleurs membre de la Confédération loyaliste Ensemble. Comment ça se passe avec les autres partis? C'était peut-être pas forcément naturel il y a quelques mois de penser que vous vous retrouveriez avec d'autres partis comme... Enfin, vous étiez membre des Républicains calédoniens, mais donc avec le MPC, Génération NC et Calédonie Ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus si je fais un parallèle avec... j'ai cette image qui me revient en tête parce que je suis moi-même marié. Alors c'est toute la question, est-ce que devons-nous nous marier sous le régime de la communauté ou doit-on signer des contrats? Donc on est là. Et j'ai envie de dire à l'ensemble des forces loyalistes de se souvenir que nos divisions ont profité aux indépendantistes. Et à un moment donné, il faut qu'on fasse taire nos divergences, pas nombreux. Et puis je rappelle que nous sommes obligés par un périmètre, un premier périmètre, celui qui nous a été fixé par les Calédoniens, par 3 fois. Non, non, non. Référendum. Or, un autre périmètre, beaucoup plus proche de nous, les élections législatives. Rappeler que les Calédoniens ont fait le choix de l'union. Ils ont voté pour l'union. Et c'est ça qui doit nous obliger. L'ensemble des élus loyalistes, bon, à une exception près, parce que ces élections ont démontré qu'il n'y avait pas de place à l'aventure personnelle. Et surtout, pour le reste, pour les loyalistes, c'est ça qui nous oblige aujourd'hui. Et à commencer par ceux qui sont aujourd'hui élus députés, messieurs Mesdorf et Dunoyer. Et sortir de ce périmètre-là, ce serait trahir la volonté des électeurs. Les loyalistes vont être capables de présenter un projet commun pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie parce qu'on le disait tout à l'heure, on va peut-être réussir à réouvrir des discussions politiques, à mettre tout le monde autour de la table pour reprendre l'expression consacrée. Mais qu'est-ce que vous allez mettre sur la table justement? Alors, déjà, ce que l'on sait, et on me dira que c'est des grandes lignes, et effectivement, il faudra donner du contenu. Ce qui, pour moi, n'est pas négociable, je le redis, je parlais de périmètre tout à l'heure, c'est le résultat des 3 référendums. Après, il faut vraiment pas, être dans l'hésitation. Moi, ce que je défendrai, en tous les cas, c'est le dégel du corps électoral. On ne peut pas continuer en Nouvelle-Calédonie à accepter qu'un certain nombre de Calédoniens ou d'individus qui ont fait le choix de faire souche en Nouvelle-Calédonie ou qui ont fait le choix de leurs intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie, je pense notamment à ceux à qui on demande de payer des impôts et que dans le même temps on leur dit vous fermez votre gueule. Ça, ce n'est pas possible. Ça, en France, ce n'est pas possible. Donc, puisque nous aspirons tous et nous appelons tous de nos voeux. Alors, pour l'instant, ça reste dans les paroles. Le destin commun, c'est quoi le destin commun? Est-ce qu'il y a un destin commun ou une citoyenneté commune possible avec des règles différentes pour les uns et pour les autres? Ce n'est pas possible.
Même Donc il si faut un c'est- socle commun et des règles communes, les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et pour reprendre une expression chère au député Mesdorf, tout le monde pareil. Même si les indépendantistes font un point de blocage du corps électoral, est-ce que c'est la première chose qu'il faut présenter dans les discussions? Est-ce que ça risque pas de faire achoper les choses tout de suite? Mais c'est notre position. Moi, je me refuse d'être à la remorque de la revendication indépendantiste. Pourquoi devons-nous, nous, loyalistes, encore une fois, nous avons déjà fait des concessions importantes. Je parle du corps électoral gelé. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on a remporté et on essaie de nous faire croire, après avoir gagné, qu'il faut qu'on se contente de la médaille de bronze. Mais ce n'est pas possible, ça. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je le redis de manière très, très claire, il faut que les forces loyalistes s'entendent et portent un même projet. Voilà. Je vais vous dire, Elisabeth, je me fous de savoir ce que défendront les indépendantistes. On le sait déjà. Après, moi, je ne peux pas préjuger du résultat des discussions qui ne se sont pas encore tenues. Voilà. Mais vous avez déjà commencé à discuter d'un projet, on parle de l'amélioration du fonctionnement des institutions calédoniennes, de savoir s'il faudrait plus de pouvoir voilà, aux communes, donc, aux provinces, à la Calédonie. C'est des éléments dont vous discutez entre vous Oui, d'autant que l'État a lancé un audit de ce qu'on appelle la décolonisation. Enfin, j'ai du mal, hein, ce mot-là à la bouche, j'ai du mal. Quand on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement est entre les mains des indépendantistes, un congrès entre les mains des indépendantistes, et deux provinces sur 3. De quoi on parle quand on parle de décolonisation? Donc, mais la question, elle n'est plus là. Elle a été tranchée aux 3 référendums. La seule question qui vaille, y a-t-il un destin commun possible dans une Calédonie française? C'est ça notre position. Après, comment le traduire en termes économiques, en termes sociaux? Et là, on en revient toujours à la proximité. Quelle politique publique? Et pour cela, il faut bien entendu tirer des leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché après 30 ans d'accord. Mais je rappelle quand même, c'est un élément important, que ces 32 ans d'accord ou 30 ans d'accord, c'est quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est quand même minimum 6 000 milliards de financement de l'État. 6 000 milliards de financement. Tout ce qui a pu être possible ces 30 dernières années, c'est bien grâce à ce soutien de l'État. Alors qu'on ne vienne pas me raconter que demain, avec l'indépendance, sans l'État, que les choses seront possibles. Ce n'est pas possible. Après, il y a ceux qui seraient tentés, effectivement, de proposer une solution hybride, partenariat, par convention. Aujourd'hui, la différence entre ces propositions que je ne veux pas entendre, aujourd'hui, c'est que l'État, parce que nous sommes un territoire français, l'État a des obligations vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est important. Et puis l'État a rempli sa mission sur l'accord de Nouméa, la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Et je rappelle aux élus, et en particulier aux élus indépendantistes, que l'accord de Nouméa, c'est ce qu'on a appelé, c'était l'esprit, hein, c'est la parole donnée. Nous avons tous signé il y a 20 ans. Tout signé. Il ne s'agit pas de reculer maintenant. Nous arrivons à la dernière phase, c'est-à-dire que les partenaires doivent se réunir pour examiner la situation ainsi créée. Maintenant que les Calédoniens se sont prononcés démocratiquement, je le redis, toute discussion pour ce qui me concerne sur le contenu ne peut être possible que si on accepte, et ça c'est le problème des indépendantistes, ce périmètre-là qui nous a été fixé par les Calédoniens. Pour conclure, Willy Gattuo, il y a le ministre des délégués à l'outre-mer, Jean-François Carenco, qui est attendu ce week-end sur le territoire. Vous allez le rencontrer. Qu'est-ce que vous attendez de sa visite? Vous pensez qu'elle peut servir à débloquer les choses? Vous savez, la notion de bilatéral a quelque peu cristallisé un peu le débat politique ces dernières semaines. Comme si c'était là un gros mot. Des bilatérales, ça a toujours existé. L'État a toujours parlé avec tout le monde. Donc, que les indépendantistes aient souhaité en faire un préalable à toute discussion, bon, moi je veux bien, mais je note que les indépendantistes, comme à leur habitude, ce n'est pas aux loyalistes ou aux non-indépendantistes qui s'adressent, ou à l'État, ils s'adressent à leur base. Voilà. C'est bien ça la difficulté. Et ça, c'est leur responsabilité. Donc
s'il faut passer par des bilatérales, puisqu'il faut les appeler ainsi, les échanges avec l'État, bilatéraux, je ne sais pas si ce terme existe. Non, Mais en c'est tous les pas cas, grave, en tous les on cas, comprend en le tous les sens. cas, ce que je comprends bien, c'est ce déplacement, il est bienvenu, certes, parce qu'il faut effectivement créer les conditions à ce que les uns et les autres viennent à la table des discussions. Mais il ne s'agit pas, effectivement, pour le ministre des Outre-mer, de ce que j'en retiens, de démarrer une négociation quelconque. Voilà. Donc, il s'agit d'entendre aussi bien les indépendantistes que les non-indépendantistes. Voilà. Après, vous savez, Elisabeth, je voudrais un petit mot pour nos électeurs, c'est que leur dire que je suis très confiant. Et ça me rend optimiste. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut avoir de la mémoire, surtout sur des faits récents, ce que j'appelle la séquence pour nous, loyalistes. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu une déclaration du président de la République devant l'OTAN. C'est pas rien. Alors je résume, je simplifie. Il confirme bien que la Calédonie est française. Et il a fait cette déclaration devant l'OTAN, pas devant le Forum des îles du Pacifique. Suivi de la nomination pour la première fois de l'histoire d'une Calédonienne au gouvernement français. Si ce n'est pas là un signe, pour moi j'y vois un signe de la volonté de l'État. Quant au combat que nous menons, en tout cas que je mène, et derrière il faut aussi se souvenir, il faut avoir à l'esprit que le dossier calédonien a été confié non pas au ministère des Affaires étrangères, mais au ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'enlève rien au ministère des Outre-mer. Donc dont le ministre arrive pour les discussions. Donc, et ça, il faut que les Calédoniens loyalistes aient ça à l'esprit. Les signaux sont au vert. Donc, les agitations, il ne faut pas se laisser happer par la peur. Voilà. On retiendra ce message d'optimisme, Willy Gatio. Merci d'accepter notre invitation. Merci dans de m'avoir ce invité. Magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Et dans un instant, il sera disponible en audio et vidéo sur notre site internet